Bonjour à tous, on va démarrer ce webinaire, hein. Bienvenue autour de ce webinaire, autour des clés de succès et du partage d'expérience, hein, de notre partage d'expérience pour la mise en œuvre et la gestion d'une Digital Factory. Je suis Xavier Bellet, je suis en charge des activités commerciales et avant-vente au sein de Niji. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire, hein. C'est le quatrième de cette première saison qui va prendre fin dans quelques semaines. Les prochains webinaires, hein, vous les avez affichés là, le 3 décembre autour de la marque et du design. Et puis le 15 décembre, on parlera social commerce pour les deux derniers de 2020. Donc notez-les, le 3 décembre et le 15 décembre, les deux derniers webinaires de cette saison. Aujourd'hui, on va mettre en lumière notre expertise autour voilà, des Digital Factory. C'est vraiment un savoir-faire et une expertise forte de Niji. Pour animer, porter ces messages, je suis accompagné de Abdel, hein, qui est en charge de toute la Digital Software Factory au sein de Niji, hein, et puis Anthony et Laurent, qui pilotent aujourd'hui des Digital Factory pour nos clients et qui viendront partager leur retour d'expérience. L'idée de ce webinaire, c'est d'être aussi très pragmatique, concret, basé sur un retour d'expérience fort de ces dernières années. Et quel que soit le secteur d'activité, et ça qui est intéressant, c'est que vous allez le voir, c'est le fruit d'un enrichissement continu et sur l'ensemble des métiers et savoir-faire de Niji. Un petit rappel sur notre proposition de valeur, hein, rapidement. Hein, je rappelle, elle est basée sur nos trois métiers, hein, conseil, design et technologie, avec une spécificité autour de l'intégration Salesforce. Et ce que vous allez voir dans la suite de ces webinaires, c'est que les Digital Factory, elles en allez voir l'ensemble de ces talents, hein, qui sont sur ces trois métiers. On va retrouver des talents du conseil, hein, notamment pour faire le lien avec les métiers, des talents de notre agence de design, où on va aussi utiliser ces talents autour des métiers de design au sein de nos Digital Factory, et bien sûr toute l'expertise technologique, quelle que soit la technologie, vous allez le voir. Et c'est la force un peu de cette proposition de valeur qu'on va souligner dans les prochaines minutes. Un rapide rappel, voilà, hein, vous avez notre carte d'identité, cette proposition de valeur, ces Digital Factory, d'ailleurs, on les met en œuvre, quelles que soient les configurations, vous allez voir aussi dans la suite, hein, quels que soient les modèles chez nos clients, chez nous, et souvent des modèles distribués, hybrides entre Paris, les locaux de nos clients et puis nos centres de compétences dans les villes que vous voyez s'afficher ici. Je laisse la main à Abdel. Juste rapidement en termes de logistique, n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion de Teams. Ça permettra de les prendre en compte et d'y répondre. On va se garder 10-15 minutes voilà, avant 13 heures et avant de conclure pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas d'utiliser le fil de discussion pour poser vos questions. Voilà, je laisse la place à Abdel qui va vous présenter. Très bien. Merci Xavier pour cette belle introduction. Donc effectivement, le sujet d'aujourd'hui, c'est la Digital Factory et quels sont les partis pris, quelle est l'expérience et quelle est l'offre de Niji. Alors tout d'abord, quels sont les enjeux d'une factory? C'est vraiment un organisme qui est différent dans le sens où on va piloter une factory par la valeur. Qu'est-ce que vous faites pour moi? Et cette factory doit avoir un certain nombre d'attributs qui en font la qualité. La première, c'est la résilience. Donc, c'est la capacité à suivre les péripéties et les contraintes et prérogatives des métiers pour ne jamais être un frein à ce développement.
Il faut qu'elle soit circulaire, il faut que ce soit un dispositif qui gagne en maturité avec le temps, qui ne répète pas les mêmes erreurs et qui apprend du temps qui passe. Il faut que ce soit collaboratif dans le sens où c'est un ensemble, c'est des gens qui travaillent ensemble, qui travaillent soit physiquement ensemble, soit par les temps qui courent avec des outils de collaboration. Il faut que ce soit aussi inclusif dans le sens où on ne va pas être freiné par l'absence d'une compétence. On ne va pas dire « je ne sais pas ». On va pouvoir ajouter au fur et à mesure toutes les compétences nécessaires pour passer les différentes phases d'un projet ou de plusieurs projets. Et enfin, il faut que ce soit durable, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit efficace, efficient et qu'il n'y ait pas de gâchis. Deuxième aspect très important, il faut qu'une factory soit la continuation d'une DSI. Il ne faut pas que ce soit vu comme un objet extérieur à la DSI. Dans ce sens, il faut effectivement qu'il y ait une inscription totale dans la roadmap globale de l'IT et de sa relation avec le métier. Donc, on va effectivement faire comme si on était le prolongement d'une SI. Et ça passe aussi par une discipline budgétaire. Donc, quand l'IT a des contraintes budgétaires, on va essayer de trouver des solutions qui collent à ces contraintes. Et effectivement, on va faire la preuve continuellement qu'on apporte les économies escomptées. Une factory chez Niji, typiquement, si on fait le comparatif entre l'avant et l'après, vous êtes en droit de demander, de constater 10 à 15% d'économies sur votre existant. On va aussi résoudre l'équation RH pour la DSI. Aujourd'hui, le marché des compétences est très compétitif. Niji a un savoir-faire, une capacité pour capter et nurturer des vraies compétences sur toutes les technologies et toutes les disciplines. On a aussi une composante immobilier, c'est-à-dire on a des clients. Vous, par exemple, pouvez nous demander de résoudre, encore une fois, vos problèmes immobiliers, même si les circonstances actuelles relèguent ça au second plan. Mais on a des factories qui tournent dans nos bureaux ou qui tournent de façon hybride, à moitié dans nos bureaux, à moitié chez les clients. La factory aussi doit permettre l'évolution du SI. Le SI, comme on le sait tous, c'est un organisme vivant qui doit grandir. La factory fait partie de cette réserve de croissance et d'adaptation. Et enfin, la sécurité doit faire partie et fait partie de nos engagements et des audits que nos clients vont faire pour vérifier qu'on est conforme à leurs exigences. Alors, l'expertise Niji, comme on l'a dit, c'est vraiment il y a de la profondeur, comme vous allez le voir, dans le nombre de clients, mais dans la méthodologie et la façon de faire. Et cette expertise, elle repose aussi sur un ensemble d'actifs, de propriété intellectuelle. Donc, on a des bibliothèques, des choses qui nous permettent de réutiliser des succès du passé. On a aussi de quoi déployer et mettre en place des chaînes d'intégration et de développement continu et d'audit automatisé. Et là, vous allez voir, notamment dans un webinaire à venir, que c'est des choses sur lesquelles on a aussi la capacité de partager des retours d'expérience. Donc, une factory Niji aujourd'hui, c'est produire des livrables en un clic, faire des releases toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines pour se soumettre et être en conformité avec vos attentes et vos contraintes. On a dans la factory de façon built-in un outillage renforcé à tous les niveaux et bien sûr c'est une discipline agile qui se conforme aux prérogatives, aux impératifs Scrum qui est utilisée dans cette factory et dans les différentes factories qu'on va créer pour nos clients. Sans parler bien sûr de l'évidence qui est la couverture des technologies et des domaines fonctionnels, où là, comme vous allez le voir tout à l'heure, on a vraiment une map de couverture qui est très très étendue et qui colle à l'actualité et aux besoins du marché. L'autre facteur qui est très important,
c'est qu'on a une Digital Run Factory qui vient prendre le relais une fois qu'on a fini de construire les dispositifs. Et quand je dis prendre le relais, c'est vraiment faire vivre ces dispositifs dans le vrai monde, y compris en offrant des possibilités de correctifs, évolutifs, préventifs, adaptatifs, tout ça pour éviter bien sûr l'accumulation de dettes techniques et pour assurer un niveau de service optimal une fois que les dispositifs sont déployés en production. Cette Run Factory, elle a aussi ses propres pratiques, sa propre discipline et fera probablement aussi l'objet d'une présentation en webinaire plus tard. Sans oublier bien sûr la pratique de testing. Ça, c'est vraiment l'un des points forts de la factory de Niji parce que c'est une pratique qui est basée sur une compétence et un staffing de gens très professionnels et qui sont certifiés notamment sur les dimensions ISTQB. Et vous allez voir qu'il y a une forme d'indépendance un peu salutaire qu'on maintient pour que ces gens-là, avec de recul, de la qualité de ce que la factory produit. Quelques références ici, vous voyez que c'est une expérience multisectorielle. On a une couverture aussi au niveau des tailles, des factories qu'on arrive à mettre en place, au niveau de la flexibilité qu'on va activer pour coller aux besoins et aux circonstances de nos clients. Mais il y a vraiment beaucoup d'expérience, beaucoup de profondeur dans le portefeuille de factories que Niji a exécuté jusqu'à présent. Alors, une factory repose sur 4 piliers. Et c'est vraiment, je dirais, l'un des aspects qu'on voulait partager avec vous. Alors, il y en a qui sont plutôt, je dirais, naturels et intuitifs. Donc, typiquement, le pilier de la compétence, qui est qu'il faut avoir les bonnes personnes qui savent faire ce qu'on leur demande de faire et qui fassent partie vraiment de ce qu'on fait de mieux. Le deuxième palier, c'est le palier de la méthodologie. La méthodologie, c'est ce qui vous permet, en tant que client, de réclamer un minimum de prédictabilité de notre part, voilà, que c'est un objet déterministe, c'est-à-dire qu'on sait comment il va se comporter, on sait quels sont les impératifs de qualité auxquels il doit se plier. Il y a effectivement un élément important de forge logicielle, c'est-à-dire la capacité à produire les artefacts, les livrables qui vont être déployés. Et ce pilier-là va faire l'objet d'un webinaire à part parce qu'effectivement, il y a des partis pris de la part de Niji qu'on voudrait partager avec vous sur les différents environnements, notamment environnement cloud qu'on trouve aujourd'hui. Et enfin, le quatrième pilier, c'est la gouvernance. Et la gouvernance, c'est ce qui vous permet de garder le contrôle au sens anglo-saxon et au sens français du terme, c'est-à-dire maîtriser votre destinée quand vous acceptez que vous nous faites l'honneur de nous confier votre factory. Concernant les compétences, en général, une factory, c'est une combinaison de talents et de compétences qui peuvent effectivement avoir des ressources de chez vous, le client. Ces ressources vont être une forme de courroie de transmission entre les besoins métiers et la capacité d'exécution que la factory et que le staffing Niji apporte. C'est aussi des compétences et des rôles et d'apports métiers renforcés sur certains sujets. Donc voilà, ça c'est un exemple typiquement qui illustre notre capacité à mettre en parallèle des squads pour livrer plusieurs dispositifs à la fois. Ça peut être plusieurs sites web, plusieurs applications mobiles ou plusieurs applications métiers. Et dans ces squads, on va pouvoir mutualiser certaines ressources spécialisées. Typiquement, là on a l'exemple de UX UI qui, en plus d'améliorer la productivité du dispositif, sur une cohérence dans UI UX, dans tout ce qui est produit, donc porteur de vos choix et de votre marque. Et on peut aussi mutualiser un certain nombre d'équipes, comme l'équipe de test, qui va effectivement se concentrer tour à tour sur l'un des dispositifs qui est en train d'être produit.
l'autre aspect aussi, c'est qu'encore une fois, ce n'est pas un one size fits all, ça va être effectivement des décisions qu'on va mettre ensemble sur la table pour avoir un degré d'hybridation, que ce soit dans le staffing, dans la localisation, et peut-être que ça va effectivement vous permettre de trouver la solution qui correspond le mieux à vos impératifs, à vos budgets et au degré de maturation des produits en question. Des fois, on va prendre des produits, comme vous allez le voir, from scratch, donc c'est du greenfield. Des fois, on va gérer une continuation, une maturation d'un produit déjà existant. Je parlais tout à l'heure effectivement des compétences nécessaires, de la couverture des technologies et domaines. Vous voyez ici effectivement que c'est une carte qui est vivante. Hein. Aujourd'hui, ce matin, on discutait d'autres sujets sur des domaines front. Mais le savoir-faire de Niji consiste aussi à maintenir les compétences nécessaires dans toutes ces technologies et d'autres pour pouvoir vous servir et coller de plus près à vos. Et là, je vais passer la main à Laurent, qui est un homme du métier et qui va nous donner son exposé sur les aspects méthodologiques d'une factory. Laurent ? Merci Abdel. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter de manière synthétique les aspects méthodologiques qu'on met en place au travers d'une Digital Factory. Une Digital Factory peut être mise en place pour différents types de projets, différentes technologies, mais aussi pour des dispositifs qui sont à créer de zéro ou des reprises de dispositifs existants. Et donc, on a des méthodologies forcément associées pour finalement être en mesure soit de créer de zéro, soit de reprendre vos dispositifs. Donc, je vais partir sur la reprise d'un dispositif existant, notamment en mettant en place une première phase qui est la réversibilité entrante. Cette réversibilité entrante se découpe en 3 grandes phases. La première étant l'initialisation, c'est vraiment la phase primordiale au bon déroulement d'une réversibilité entrante. Au travers de cette phase 1, on organise, on récupère l'ensemble des documents, des entrants, des informations, et on prépare les autres phases pour que chacune se passe le mieux possible et que l'équipe Niji, la future Digital Factory, soit totalement autonome par la suite. Typiquement, je vous donne des exemples. La réversibilité entrante, il y a celle qui est définie sur le papier et celle qu'on vit. Typiquement, en ce moment, on est en train de faire une réversibilité entrante pour un compte, l'un de nos clients dans le secteur bancaire. Voilà, en plein confinement, c'est un petit peu plus délicat, donc il a bien fallu organiser l'ensemble des ateliers pour réussir à ce que ça se passe bien, et ça se passe bien. Une fois que tout ça est cadré et préparé, il y a la deuxième phase, la phase de transfert, qui se découpe en 2 sous-phases. La transition théorique, au travers de laquelle on a l'ensemble des ateliers, qu'ils soient design, fonctionnel, technique, capacité de développement, moyens de déploiement. Et puis, il y a une seconde sous-phase qui est la transition pratique, où là, les équipes de Niji, donc les équipes entrantes et celles du sortant, travaillent main dans la main pour finalement développer de nouvelles fonctionnalités ou corriger des anomalies afin de vraiment s'imprégner du produit, du dispositif ou des dispositifs et être pleinement autonome lors de la phase 3. Donc l'objectif de la phase 3, c'est vraiment d'être pleinement autonome, mais on se garde quand même une sécurité, le fait que l'équipe sortante soit en capacité d'apporter son support ponctuellement en cas de besoin. Et pour finir, du coup, devenir totalement autonome. Donc pendant cette phase de réversibilité, on met en place également l'ensemble de la forge logicielle, des aspects méthodologiques pour le futur, pour la suite de la Digital Factory.
Et typiquement, c'est également ce qu'on fait lorsqu'on démarre un projet de zéro. Donc le sprint zéro, fait partie de cette phase de cadrage, de conception, pendant laquelle on définit les premiers aspects fonctionnels. De manière macro, le périmètre de l'outil ou des outils, définir le product backlog, tout ça conjointement avec vous, mettre en place les premiers éléments graphiques, les premiers éléments de parcours utilisateur, mais également toute la partie technologique, donc la forge logicielle, les différents socles techniques ou applicatifs qui sont nécessaires pour développer, mais également les premiers éléments d'architecture qui permettent de prévoir finalement et de développer correctement dans les meilleures conditions possibles les différentes fonctionnalités. C'est également pendant cette phase qu'on met en place, qu'on convient conjointement de l'ensemble des assets méthodologiques et notamment la définition des éléments definition of ready, definition of done. Ces deux éléments que je vais vous introduire plus tard, mais qui sont vraiment centrales dans l'organisation d'une Digital Factory. Donc, comme le disait Abdel tout à l'heure, une Digital Factory est basée sur l'agilité de type Scrum. Nous avons une réelle conviction sur la durée d'un sprint. La bibliographie ou la littérature dit qu'il faut faire des sprints de 2 semaines. Aujourd'hui, nous, on est convaincus que c'est plutôt des sprints de 3 semaines. On l'a vécu au travers de différents projets, différentes Digital Factory, où même parfois le client est revenu vers nous en disant « Non, mais oui, vous avez raison, il faut plutôt partir sur des sprints de 3 semaines. On consomme trop, entre guillemets, de temps en cérémonie agile, réunions, ateliers, etc. » Donc l'objectif de l'agilité, je le rappelle, c'est d'avoir de la visibilité en permanence, d'être capable de produire sprint après sprint de nouvelles fonctionnalités qui peuvent être mises en production. C'est offrir de la flexibilité parce que c'est pas parce qu'à un moment donné on a défini un périmètre qui sera le même 6 mois plus tard, notamment au travers de différents enjeux de marché, enjeux réglementaires, ou tout simplement l'arrivée d'un nouveau concurrent. Et le troisième aspect, le troisième pilier, c'est la qualité, au travers de notre Testing Factory, qui du coup intègre une Digital Factory. En fait, on va tester en permanence les développements afin que d'une, on puisse mettre en production en permanence, sprint après sprint, mais que le niveau de qualité soit garanti et permette d'avoir, encore une fois, une visibilité permanente. Donc, les deux notions que je souhaitais vous rappeler, c'est les definition of ready et les definition of done. La definition of ready a pour objectif de s'assurer qu'une story, qu'une user story, soit pleinement qualifiable pour être en mesure d'être embarquée dans le développement des sprints. Donc, je vous donne des exemples, je ne vais pas lire forcément la présentation. Typiquement, y a-t-il tous les assets graphiques? Y a-t-il tous les web services? Y a-t-il tous les jeux de données? Y a-t-il toutes les spécifications? Qui dit agilité ne dit pas de spécification. Il faut forcément documenter l'ensemble de ce qu'on réalise. Mais également, y a-t-il l'ensemble des règles métiers et des cas d'usage? Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment une sorte de grille d'évaluation de chacune des user stories pour être en mesure de valider, oui, je peux l'embarquer en développement. Et finalement, la definition of done, c'est le pendant. Le pendant, c'est-à-dire, je m'assure que cette user story a correctement été développée, qu'elle a passé tous les tests de calimétrie, qu'elle répond aux critères d'acceptation du métier, du product owner, etc., etc. Que les documents sont bien mis à jour, que les builds tout court fonctionnent,
etc., etc. L'objectif, tout ça, c'est que le product owner, lui, il reçoit une user story qui est parfaite et il n'a plus qu'à prononcer la validation métier au travers du done. Alors, comment ça se passe? La cadence de production, l'objectif, en fait, la cadence de production, elle est découpée en 3 streams. Le premier stream, c'est la partie mûrissement continu des user stories. Mûrissement continu des user stories, l'objectif, c'est vraiment d'être à l'écoute permanente des besoins du métier et de faire en sorte de produire des user stories qui répondent à la definition of ready et ce en permanence. On n'est pas là pour qualifier une user story pour le sprint prochain. L'objectif, c'est de remplir le backlog projet afin qu'encore une fois, le métier puisse faire son marché finalement entre ces différentes user stories et dire je veux telle user story, telle user story, telle user story dans le prochain sprint parce que j'ai une obligation réglementaire, parce que je sens que mon concurrent est en train de gagner du terrain, parce que. Voilà. Donc l'objectif, ce backlog projet avec des user stories ready alimente le deuxième stream en gris de développement. Bien sûr, en fait, Anthony en parlera tout à l'heure, mais on commence par réaliser des tests unitaires avant de développer. Et il est très important pour nous d'avoir ce niveau de couverture des tests unitaires pour s'assurer que l'ensemble des règles de gestion n'ont pas été impactées par un nouveau développement. Une fois les développements développés, on fait la démo. De la même manière, Anthony vous en reparlera tout à l'heure. On fait la démo et on alimente le stream bleu foncé, qui est le stream de recettes, où là, l'objectif, et encore une fois, est de s'assurer pleinement que chacun des développements a été réalisé. Et donc, on peut mettre le tampon Definition of Done, qui du coup valide que cette US peut ou pas, mais peut être mise en production. Le quatrième stream, de la même manière, je vais laisser Anthony en parler tout à l'heure, c'est toute la partie gouvernance et pilotage. C'est très important pour nous de s'engager auprès de vous sur différents indicateurs. J'ai parlé de la recette à l'instant. Je voulais insister au travers de ce webinaire, je voulais insister sur la différence d'activité entre celle de Niji, des équipes Niji, et les vôtres. L'objectif des activités de Niji est de s'assurer qu'il y a une absence d'anomalie. C'est je teste et je vérifie effectivement que le bouton est bien à 5 pixels du bord. Voilà, je vérifie tous ces aspects-là, que la spécification a été respectée, que les règles métiers ont été respectées. Vos activités, quant à elles, sont pas forcément de vérifier ces points-là. Vous avez la garantie que tout ça, ça a été vérifié par les équipes Niji. Vous, votre objectif, c'est de vous assurer que la fonctionnalité réalisée en amont répond toujours à vos besoins métiers. Y a-t-il toujours le même besoin exprimé par mes clients ou exprimé par ma direction marketing sur cette fonctionnalité et dois-je l'adapter? Et c'est encore une fois la flexibilité de l'agilité qui permet de faire ça. C'est dois-je l'adapter avant de la mettre en production? Voilà. Le dernier point, mais de la même manière, Abdel en a parlé tout à l'heure, c'est la partie MCO. Comme je disais, on met en production toutes les 3 semaines, sprint après sprint. Et donc, il est important de s'assurer qu'il y a une équipe mobilisée pour traiter d'éventuelles anomalies en production. Et donc, le traitement de ces anomalies peut être pleinement prioritaire en cas d'incident bloquant, mais également statuer conjointement avec les métiers pour se dire ça peut attendre la release suivante ou oui, je veux une version patch pour pouvoir la traiter. Et donc l'objectif dans tout ça aussi, c'est de mettre l'organisation qui va bien, adaptée pour pleinement remplir ou
valider notre engagement de SLA sur la prise en compte et la correction, et même, je dirais, l'anticipation d'éventuelles anomalies. Anthony, je te passe la main sur la partie gouvernance. Merci. Merci. Bonjour, Anthony Bénard, je suis Delivery Manager. J'ai une dizaine d'années d'expérience. J'ai piloté plusieurs factories, soit dans la distribution, dans l'assurance. Et actuellement, je pilote une factory pour un acteur de la distribution d'énergie. Donc, avec moi, je vais aborder de mon côté la gouvernance et le suivi des indicateurs. Alors, ce qui est important de bien avoir en tête, c'est que dans une factory, l'objectif est d'avoir plusieurs dispositifs, plusieurs applications ou plusieurs sites web. Donc, il va y avoir des instances qui vont être vraiment dédiées à un dispositif et on va avoir des instances qui vont permettre de suivre l'ensemble des applications ou des sites web suivis au travers de cette factory. Donc, bien entendu, au niveau d'un dispositif, on va avoir toutes les cérémonies agiles. Donc, ce sont les cérémonies classiques, hein, je ne vais pas entrer dans le détail. C'est le daily, c'est les sprint planning, c'est les démos, les rétrospectives. Mais ces cérémonies, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces cérémonies sont dédiées à un dispositif, aux différents sprints que je vais réaliser sur une application ou un site web. Ce qui est important, après, c'est de conserver ces comités de suivi. Alors, moi, j'ai certains de mes clients qui me disent que les comités de suivi ou comités projet ne sont pas très agiles. Par contre, moi, j'insiste sur le fait que c'est important dans une factory, sachant qu'on gère plusieurs dispositifs, de garder ce comité qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble du patrimoine que je gère dans ma factory. Donc, ces comités de suivi sont bien conservés. Et ensuite, bien entendu, on aura le comité de pilotage qui permet de suivre la prestation d'un niveau plus haut en termes de planning, en termes de budget ou en termes de gestion de risque. Au niveau des indicateurs, alors, bien entendu, on va avoir des indicateurs classiques de suivi du plan de charge, des plannings, d'évolution ou de correction des différents dispositifs. Ensuite, on va avoir des indicateurs de production. Donc, les indicateurs de production, on va avoir deux types d'indicateurs de production. Des indicateurs quantitatifs et des indicateurs qualitatifs. Donc, généralement, ces indicateurs de production, on les sort dispositif par dispositif. En termes d'indicateurs quantitatifs, on va bien entendu avoir la vélocité des développements au travers d'un sprint ou au travers de la correction, du délai de correction des anomalies. Et on va avoir aussi un point important qui est la valeur métier acquis par chaque dispositif. L'objectif d'une factory, c'est de faire progresser le périmètre fonctionnel d'un dispositif. Donc, ce qui est important, c'est de suivre au fur et à mesure des sprints d'évolution ou de correction des éventuelles anomalies, quelle est la valeur métier qui est acquise par mon dispositif. Et ensuite, bien entendu, on va avoir des indicateurs qualitatifs qui vont permettre de mesurer la qualité fonctionnelle ou la qualité technique que je vais produire dans mes sprints. Donc, typiquement, la qualité fonctionnelle, ça va être le nombre d'anomalies par sprint, donc selon la sévérité. Et la qualité technique, on va la retrouver au travers de la qualité du code. Donc, nous, on utilise Sonar. Donc, ce qui est bien important de retenir, c'est qu'il faut avoir des indicateurs quantitatifs pour suivre l'évolution de mes dispositifs et des indicateurs qualitatifs fonctionnels et techniques. Et bien entendu, une gestion de risque. Alors, une petite parenthèse, il faut avoir une gestion de risque par dispositif, hein, pour chaque application site web que je vais traiter au travers de ma factory, de suivre des risques. Et je dois aussi avoir une gestion de risque au niveau de ma factory. Abdel, s'il te plaît. Voilà. Une fois que j'ai vu les indicateurs de pilotage, on va avoir des indicateurs de performance. Alors, encore une fois, il faut bien distinguer deux types d'indicateurs de performance. Des indicateurs pour chaque dispositif intégré dans ma factory et des indicateurs de performance de ma factory. Donc là, à titre d'exemple, c'est la première colonne sur ce tableau, c'est le taux de session sans crash. Par exemple, pour une application mobile, je vais suivre que mon application en production a un taux de session sans crash supérieur à 99%. Alors pourquoi 99%? C'est l'état de l'art, que ce soit sur iOS ou Android, qu'une application doit avoir moins de 1% de crash. Donc, je vais avoir un ensemble d'indicateurs. Après, ça peut être la fréquentation à travers Google Analytics, les performances ou les crashs, comme je viens d'expliquer. Et là, on va vraiment suivre la performance des dispositifs.
Et après, je vais avoir des indicateurs de performance de ma factory. Donc, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que sur une factory, je peux avoir plusieurs dispositifs, plusieurs périmètres fonctionnels et plusieurs technologies employées. Donc, l'objectif, l'idéal pour une factory, c'est d'avoir une équipe la plus stable possible. Pourquoi une équipe la plus stable possible? Pour éviter des montées en compétences et pour éviter de perdre de la connaissance à la fois fonctionnelle et technique. Parce que, encore une fois, ce qui est très important, c'est que dans une factory, on va avoir un volet fonctionnel, des connaissances fonctionnelles et des connaissances techniques. Donc, un indicateur qu'on suit régulièrement, c'est le turnover de l'équipe. C'est de s'assurer, pour nous et pour nos clients, que l'équipe est la plus stable. Alors, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on a une plateforme de e-learning côté Niji, qu'on appelle Niji University. On package des modules d'intégration pour les différents collaborateurs sur une factory. Donc, c'est à la fois du fonctionnel et du technique. On industrialise au maximum la montée en compétence d'une personne. Et ensuite, il y a la gestion des connaissances. Je vous donnerai un exemple un peu plus tard. Donc, connaissances fonctionnelles, parce que je peux avoir plusieurs dispositifs, et connaissances techniques, parce que généralement, dans une factory, je vais avoir plusieurs socles techniques à utiliser. Et ensuite, bien entendu, c'est la vélocité de l'équipe. Si je prends un exemple dans un sprint de développement, c'est de s'assurer que ce qu'on avait prévu de faire dans un sprint a été réalisé en fin de sprint, donc au fil du temps des différents sprints, et de vérifier aussi que j'ai des gains de productivité sur mes différents sprints. Bon, là, c'est quelques exemples. La ligne du haut, c'est des indicateurs de production de mes différents dispositifs. Donc, sur la part en haut à gauche, on voit le taux de session sans crash sur iOS et Android. Donc, j'ai anonymisé, mais ce sont des données réelles. Donc là, j'ai une application qui est au-dessus de 99%, ce qui est l'état de l'art. On va avoir les stocks d'anomalies, bien entendu, pour un dispositif. Sur la partie du bas, ce qui est important de suivre en comité de pilotage ou en comité de suivi, c'est l'avancement de mes différents projets. Parce que dans une factory, on va faire de la maintenance, du maintien en condition opérationnelle, on va faire évoluer des dispositifs au travers de sprints d'évolution, mais on va aussi potentiellement créer de nouveaux dispositifs, nouvelles applications, nouveaux sites web. Donc, il faut bien suivre ces trois volants-là, la maintenance, l'évolution d'un dispositif existant et la création de nouveaux dispositifs. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, bien entendu, ce qui est très important, c'est de suivre les indicateurs contractuels qui permettent de vérifier que Niji respecte les conditions, les SLA imposés à la factory. Un point important, là, c'est pour la gestion des effectifs. Ce qui est important, alors notamment au comité de pilotage, c'est de mettre en regard la roadmap des différents dispositifs et le plan de charge. Comme dans une factory, on va avoir plusieurs dispositifs, plusieurs socles techniques. Nous, Niji, alors c'est notre métier, c'est notre savoir-faire, mais on doit s'assurer que les équipes qui sont intégrées à la factory, en termes de compétences fonctionnelles ou techniques, sont sont ajustées aux besoins à venir de la roadmap de nos clients. Donc là, très clairement, pour être très concret, on demande à nos clients, en comité de pilotage, de présenter leur roadmap. C'est la partie de gauche. Et en regard de ça, nous, on présente le plan de charge à date. Et ça permet de comparer les deux et surtout d'anticiper les différents besoins de compétences techniques qu'on pourrait avoir. Donc vraiment, point essentiel dans une factory, c'est de s'assurer des compétences et du volume de compétences par technologie. Alors, à titre d'exemple, ce qu'on suit là, c'est un exemple très concret. On va suivre sous une forme de radar, on va suivre la matrice des compétences fonctionnelles, donc c'est la partie gauche. On doit s'assurer, alors on définit des niveaux, c'est propre à chaque factory, mais on va s'assurer que la factory a bien les compétences fonctionnelles sur les différents dispositifs. Et la partie droite, c'est le pendant technique. Donc là, c'est un exemple concret. On peut voir qu'il y a une douzaine de socles techniques. Donc on doit s'assurer
qu'on a des backups pour chaque compétence technique et que la compétence globale de l'équipe est bien alignée avec les besoins de la factory. Un dernier indicateur, alors c'est la satisfaction de nos clients. Alors là, c'est un exemple de mesure de la satisfaction client. Il y a plein de façons de la mesurer. Moi, c'est ce format-là que j'utilise régulièrement. Donc, ce que je fais au premier comité de pilotage, je demande à mes clients quels sont les 3 points qui vont faire que la factory réussite. Quels sont les 3 points qui vont faire que vous allez être satisfait par les prestations délivrées par Niji. Donc, c'est complètement ouvert. Là, encore une fois, c'est un exemple concret, le respect des délais, l'innovation, fluidité et la fiabilité. Donc, quels sont les 3 critères? Donc, ça, c'est le client, c'est complètement libre. Et ensuite, à chaque copile, je demande la notation de 1 à 5 pour chaque critère. Et derrière, en fonction de l'évolution, à la baisse ou à la hausse, bien entendu, ça permet de déclencher des actions correctives ou préventives. Donc, c'est complètement décorrélé de tout critère contractuel, de critères de production. L'objectif, c'est vraiment de mesurer la satisfaction et de déceler des éventuels problèmes qui pourraient survenir au fil du temps de la factory. Voilà, Abdel. Voilà. Et pour terminer, ce qui est important à mon sens dans une factory, c'est de sortir un peu de l'opérationnel, du quotidien des différents projets qu'on peut avoir sur les différents dispositifs. Donc moi, ce que je fais, pas forcément à tous les comités de pilotage parce que ça demande du temps pour tout le monde, mais je prévois en fin de comité de pilotage des présentations annexes. Alors sur des sujets design ou sur des sujets techniques ou des sujets très concrets dans la factory qui permettent de donner de l'information sur par exemple trois exemples sur l'évolution des usages sur mobile. Donc là on a présenté comment l'UX ou l'UI évoluait sur mobile et on a fait une étude de cas. Donc on a pris une application existante. On a fait un audit flash et on a présenté à notre client ce qu'aurait pu être l'UX et l'UI sur cette application. Donc là, très concrètement, notre client a retenu des éléments et les a intégrés dans les sprints d'après. Bon, là, c'est un exemple très mobile, mais on lui a présenté aussi l'évolution des frameworks mobiles dans le temps, que ce soit des frameworks natifs ou cross-platform. Et le dernier sujet, celui du bas, c'est un cas très concret. C'est dans cette factory, on a beaucoup de socles techniques. Donc, on lui a présenté une roadmap technologique pour ce que j'ai appelé rationaliser et désendetter les socles techniques pour simplifier toute la couverture technique et retirer les frameworks qui arrivent en fin de vie. Donc, c'est des présentations générales, mais qui permettent de relever le nez du quotidien et qui permettent d'anticiper et de présenter des sujets transverses. Voilà. Merci Anthony. Donc là, vous avez vu l'intervention de 2 dignes représentants des 500 femmes et hommes qui constituent la force de frappe, la factory de Niji. Mais ce que je voulais dire aussi, effectivement, là, vous avez vu leur talent, y compris leur talent d'orateur. Mais la factory, c'est effectivement un savoir-faire, mais c'est avant tout un état d'esprit. Et nous, chez Niji, on est très attachés à cultiver cet état d'esprit, qui est en fait un état d'esprit de service pour vous permettre d'avoir des initiatives factory qui délivrent la valeur, comme j'ai dit tout à l'heure. Je repasse la main à Xavier. Oui, merci à tous les 3, Laurent, Anthony, Abdel. Je ne sais pas, est-ce que parmi les participants et l'auditoire, vous avez des questions, des réactions, des commentaires? Allez-y, c'est le moment. Alors, une question peut-être? Oui. Moi, je voudrais savoir, je vois qu'on retrouve des Digital Factory, notamment sur les sites de Nantes et Rennes. Est-ce que c'est un choix donc de rester sur des factories nationales françaises? Est-ce que vous n'avez pas pensé à l'offshore notamment? Alors, c'est une question effectivement qui est très, très importante et très intéressante.
Alors nous, hein, par les temps qui courent, on essaie de privilégier le Made in France, sachant que souvent, quand on est challengé, notamment sur les aspects budgétaires, on sait qu'on peut produire en France, dans nos belles régions, de belles prestations hyper performantes et qui viennent, en tout cas en termes budgétaires, concurrencer les prestations offshore telles qu'on peut telles qu'on peut les fantasmer hein, souvent. Voilà, parce que voilà, dans nos belles régions, nous avons des compétences et la marque Niji sait attirer et cristalliser des forces d'intervention qui font encore une fois que d'un point de vue budgétaire, on arrive à être hyper concurrentiel. On a des exemples de factories où on a rapatrié de factories qui étaient offshorées et qui étaient fait typiquement en Europe de l'Est hein, et que nos clients nous ont reconfié pour aussi des enjeux de vélocité, de pilotage, de proximité aussi avec les métiers. Hein, voilà, aujourd'hui où on a pu augmenter la vélocité, hein, le time to market, et au final le coût global a été réduit. Il y avait une autre question, peut-être Claude Zucchi, c'est ça? On vous entend pas. Alors. Oui, voilà. Claude Zucchi, bonjour, la direction technique d'Orange. Une question sur les développements que vous menez. Donc vous avez parlé des fronts et des applications iOS, Android. Est-ce que vous êtes amené aussi à faire des choses sur les back-ends ou sur des composants du domaine du système d'information? Ah oui, effectivement, là on a peut-être mis l'accent sur des choses, je dirais, sur tout venant mobile et web, mais une grosse partie, sinon la plus grosse partie des factories qu'on opère aujourd'hui sont sur des systèmes back-end et même des systèmes qui remontent un peu vers l'outil industriel. Donc on a typiquement des activités factory aujourd'hui sur des dispositifs à base d'IoT. Ou de configuration un peu plus poussée. Mais pour faire une réponse simple à une question simple, c'est oui, on a des factories qui portent sur ce genre de dispositif. Sans négliger aussi le fait que même une application mobile, hein, vous avez des applications mobiles B2C qui ont une très grande adhésivité avec les systèmes back-end. Donc, on va se retrouver effectivement à prendre en compte des contingences liées à un ou plusieurs systèmes back-end, que ce soit de la facturation, de la remontée de données temps réel. Hein. On a typiquement un des fournisseurs d'électricité de France pour qui on a donc une application B2C où vous allez voir une grande variété de données avec différentes modalités de données et une grande interactivité, y compris avec des systèmes back-end. D'accord. Alors, si je peux me permettre, j'ai une deuxième question. Allez-y. Oui. Du coup, dans les développements que vous faites, il y a beaucoup d'automatisation, j'imagine, du développement, de l'intégration, du testing, voire du déploiement. Est-ce que c'est des outils d'automatisation sur lesquels, enfin, est-ce que vous avez vos chaînes d'automatisation du delivery et sur lesquelles vous appuyez, et où est-ce que vous appuyez aussi sur des solutions fournies par vos clients? Alors justement, c'est la matrice décisionnelle que j'ai présentée tout à l'heure. Elle aurait dû, en fait, on a hésité à le faire, intégrer effectivement cette flexibilité par rapport à l'outil de production du client. Quand on parle de factory hybride, souvent, l'une des figures imposées, si je dois dire, peut être la forge du client. Sachant que nous, on a, au même titre qu'on a une large variété de domaines et de technologies qu'on maîtrise, on a aussi une belle collection de forges qu'on peut soit produire pour le client, soit effectivement inscrire dans une factory parce qu'elle est imposée, recommandée par le client. Alors aujourd'hui, il y a quand même une forme de convergence entre guillemets. Si vous faites de la CI/CD, vous allez avoir un certain nombre
de best practice qu'on va retrouver chez tous nos clients. Des fois, nos clients nous demandent d'ailleurs, à l'occasion d'un démarrage de factory, de les aider à opérer une migration. On a eu un de nos clients pour qui on a fait une migration de toute la chaîne sur des environnements Azure DevOps. Et il y a aussi des chaînes qu'on sait mettre à disposition de nos clients à un coût quasi négligeable, sinon gratuitement, parce que c'est des choses, tout à l'heure je parlais d'actifs qu'on a constitués au niveau de la factory, c'est des choses qu'on a sur étagère et qu'on peut déployer rapidement. D'accord, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Commentaires? Allez-y, n'hésitez pas. Sinon, on va rester là. En tout cas, merci à tous de vous être joints à nous pour ce webinaire. Je rappelle les 2 prochains webinaires qui auront lieu le 3 et le 15 décembre, voilà, autour du design et des social commerce. Voilà. Encore merci à tous pour votre attention et puis à très bientôt sur les prochains webinaires. Merci. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.